Alors on va démarrer. Pour les congressistes qui sont intéressés pour récupérer la 6e édition des piscines élaborées par la Fédération française de natation, je vais vous faire passer une feuille. Vous indiquez votre nom, prénom, et en fonction du nombre, on a une 50aine d'ouvrages à disposition à peu près. Donc les congressistes réellement intéressés, vous mettez nom, prénom, et puis demain matin, on vous les donnera. D'accord ? Donc je fais passer cette feuille. On va passer sur la 3e intervention de l'après-midi. Nous sommes tous des consommateurs en puissance des piscines, tous autant que nous sommes. Or, on se pose rarement la question de l'envers du décor. Et c'est ce que va nous répondre un petit peu la société Octan. Comment on conçoit la piscine, comment on répond à des problématiques qui posent quelques soucis, notamment entre, par exemple, la fédération qui veut faire des bassins de compétition, la fédération qui veut faire des bassins avec des tribunes pour organiser des compétitions, des collectivités territoriales qui voudraient faire du ludique, etc., etc. Donc, comment un cabinet d'architecture, eh bien, répond à ces besoins qui évoluent avec la société. Donc, je laisse la parole à Monsieur Dillet de la société Octan pour 20 minutes et après on aura 10 minutes de questionnement. Voilà, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Patrice Dillet, architecte, chef de projet chez Octan Architecture. Je représente aujourd'hui mon président qui, pour des raisons d'agenda, n'a pas pu se rendre parmi vous. Je vais dans un premier temps vous présenter le rôle de l'architecte dans une conception de piscine et surtout à quel moment il intervient. Et ensuite, quels sont les enjeux que nous mettons en œuvre pour définir au mieux les outils que vous allez utiliser pendant les exploitations ou quand vous serez simplement usager. Il est important que je reprécise donc ce rôle d'architecte. Alors, dans un premier temps, Octan Architecture, c'est une agence qui existe depuis 25 ans, qui produit dans le cadre de son activité, je dirais 95% de son chiffre d'affaires autour des piscines, exclusivement autour des piscines. Donc il y a une marge de 4-5% qui porte sur d'autres équipements publics. On travaille surtout en équipement public. Nous sommes à peu près 40 personnes dans ce cabinet d'architectes qui intègrent forcément des architectes, mais bien d'autres strates de la profession. L'architecte ne travaille pas seul. Donc, comme vous pouvez le voir, 40 personnes avec des paysagistes, des acousticiens, des économistes de la construction, forcément des gens qui s'occupent des travaux, des architectes d'intérieur, des architectes paysagistes, et j'en passe. Notre souci, c'est d'intervenir sur une création. En fait, quand il y a besoin de piscine, elle n'existe pas. Elle existe sur le papier. Donc, ça va devenir, pour nous, architectes, un prototype. Il va falloir créer dans un lieu donné, dans un espace donné, dans une région donnée, une piscine qui doit répondre au mieux, bien sûr, aux attentes du maître d'ouvrage et des futurs utilisateurs, mais qui doit répondre d'un autre point de vue à une intégration architecturale dans un site. On ne fera pas la même piscine pour un même programme en Alsace, par exemple, ou du côté de Bordeaux. Les conditions climatiques sont différentes, les conditions du terrain sont différentes, les conditions... les matériaux locaux, l'image, le patrimoine architectural voisin est différent. On ne construit pas de la même manière si on construit dans un champ agricole qui devient constructible que si on l'on construit en milieu urbain. Donc on a, dans un premier temps, un développement, on va dire, de sensibilisation au site, mais ça, chaque architecte le fait, hein. La particularité de notre travail, c'est d'intervenir, non pas, comment dire, c'est pas nous qui créons la piscine. On la conçoit à partir de données qui nous sont remises. Les données qui nous sont remises sont d'abord un programme qui lui-même a été élaboré avec un maître d'ouvrage, un client. Nous, nous sommes maîtres d'œuvre. Donc quand vous allez utiliser une piscine, on entend souvent dire oui, l'architecte n'a pas prévu ci, n'a pas prévu ça. On essaye de faire au mieux en fonction des données qui nous sont données. C'est-à-dire, on a un budget, on a un programme,
On a donc également un programme fonctionnel, un programme surfacique, des intentions politiques, parfois qui sont même affichées dans les programmes. À partir de cette base de données, nous allons résoudre une équation pour en faire une architecture. Une architecture et non pas une construction. C'est là l'une des grandes différences avec le construit. Parfois, c'est simplement une construction, un ouvrage qui tient dans un site donné, et une architecture où on fera également un ouvrage qui sera stable, mais qui va apporter aussi un cadre de vie intéressant et permettant l'épanouissement de tous les usagers. Donc nous intervenons à un moment, je dirais, temps numéro 3. Le temps numéro 1, c'est le maître d'ouvrage qui budgétise, qui programme. Le temps numéro 2, vous avez un programmiste qui travaille avec le maître d'ouvrage et qui définit les intentions du maître d'ouvrage. J'ai besoin d'un bassin sportif, j'ai besoin d'un bassin ludique, un bassin de relaxation, un centre de remise en forme. Le bassin, s'il est pour des compétitions, un principe de gradin. Vous avez des pataugeoires, vous avez des parties administratives. Enfin, on a toute cette équation, tous les paramètres de cette équation à faire prendre, si j'ose dire. Donc la particularité de l'architecte, c'est qu'il ne travaille pas seul. Mis à part les services juridiques, économie, on a d'autres BET qui nous accompagnent, parce que les piscines, c'est quand même un milieu à très haute technologie en termes de traitement d'eau, traitement d'air. Et puis en termes de structure, on s'accompagne également de BET structure. On a d'autres partenaires également qui peuvent intervenir au besoin. On parle de l'acousticien. Parfois, les programmistes ont des missions complémentaires et nous accompagnent dans la définition de l'ouvrage. Voilà à peu près, on va dire, une équipe de travail pour définir une piscine publique. Alors, comment imaginer la piscine de demain ? Aujourd'hui, je ne connais pas la piscine de demain. Nous ne connaissons pas la piscine de demain. La piscine de demain, ce sont les usagers qui vont la définir à partir de leurs demandes, de leurs us et coutumes, de leurs pratiques nouvelles, de différents enjeux locaux, du fait d'un climat particulier, et d'autres us, ou du moins développement du culte du corps, ou nouvelles pratiques sportives qui peuvent apparaître. Donc notre rôle, notre action, sera de répondre au mieux à un programme qui, en fait, au départ, est un texte. L'architecture, au départ, c'est un budget et un texte. Et à partir de là, nous faisons prendre corps au futur ouvrage. Donc il y a des éléments qu'on connaît bien, le bassin sportif, mais on a aussi des éléments nouveaux qui apparaissent dans les programmes. Donc la piscine, savoir nager, ça, on va dire qu'on sait y répondre, mais on s'interroge toujours comment mieux y répondre. On s'aperçoit aussi que les lieux la fréquentation aujourd'hui est de l'ordre de 60 à 80% faite par le grand public, qui a d'autres demandes que le simple accueil des scolaires en général. Et des tendances naissent à travers tout cela. Donc j'en ai identifié quelques-unes. Le nager dehors qui prend une place de plus en plus importante. La question de la santé, que ce soit sous forme d'activité type aquabiking, parce que c'est un peu compliqué, aquagym, et puis les centres de remise en forme, qu'ils soient secs ou qu'ils soient humides. Et puis on voit apparaître depuis peu, il n'y a pas encore de développement au sein des programmes, mais des rapprochements entre les centres de santé, les hôpitaux, qui souhaitent se rapprocher des équipements sportifs dans le sens où l'eau peut être un moyen de thérapie. Donc tout cela est on va dire, en phase de recherche, mais on voit bien qu'il peut y avoir de nouvelles tendances qui peuvent apparaître. Alors également, la saisonnalité de l'offre, c'est un autre facteur. On a des piscines qui souhaitent fonctionner toute l'année. Et vous avez parfois des piscines qui se retrouvent en site de montagne, un bassin sportif en station de sport d'hiver. Et aujourd'hui, il y a de grands développements souhaités pour pouvoir proposer des offres complémentaires au ski. Donc des centres de remise en forme et autres centres aquagym pour une population qui ne souhaite pas aller skier. Alors notre souci également d'architecte, c'est, hormis de proposer un projet le plus adapté au programme rentrant dans l'enveloppe,
il faut qu'il ait un caractère, on va dire, durable. Et ça, c'est une interrogation que les architectes ont toujours eue, l'aspect durable d'un bâtiment. Aujourd'hui, on parle beaucoup de HQE, on parle beaucoup de développement durable, et tant mieux. Ça se structure au niveau de la pensée, alors qu'auparavant, c'était une sensibilisation à un site, une sensibilisation à des matériaux locaux, une sensibilisation à une orientation solaire, à l'implantation d'un bâtiment sur un terrain, sensibilisation aux problèmes de vent dominant. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus structuré et le développement durable parle d'enjeux. Les enjeux sociaux, les enjeux économiques et les enjeux environnementaux. Donc, même si les piscines ne sont pas soumises aux réglementations thermiques, il n'empêche que ce sont des projets très énergivores, extrêmement énergivores. Il n'y a pas plus consommateur qu'une piscine en termes d'énergie. Donc, les enjeux sociaux, j'en ai déjà un peu parlé, savoir nager, bien vieillir, c'est une façon de dire, comment entretenir son corps. Les nouvelles pratiques physiques dans le cadre du milieu aquatique. Se posent également pour nous des problématiques de matériaux et d'ambiance hygrométrique, la santé, le traitement d'air ayant un facteur très important, le traitement d'eau également, mais aussi des enjeux économiques. Trop longtemps, s'est posé la question, une piscine, ça coûte combien? On la construit et après, on découvre que le temps d'exploitation, qui est d'environ 30 ans pour une piscine, on va dire, finalement coûte beaucoup plus cher que l'investissement du construit. Donc là, dans ce cas-là, nous, en tant qu'architectes, on évoque avec le maître d'ouvrage l'aspect du coût global. Monsieur, vous allez investir à peu près sur les 100% du coût de votre piscine, 20% pour la construire et à peu près 70% pour l'exploiter. Donc ce sont des budgets colossaux et il convient de pouvoir investir au mieux en amont, au moment de la construction, plutôt que de dépenser à perte au moment de son exploitation. Donc on a différentes missions que l'on développe auprès des maîtres d'ouvrage, des missions de conseil, pour leur démontrer par des tableaux qu'à tel moment, s'ils avaient investi dans un matériau plus performant, plus durable, ils pourraient faire une économie à raison au bout de 4-5 ans d'exploitation. Donc il y a je ne dirais pas des retours sur investissement, parce que ça bloque au bout d'un certain temps, mais les tableaux qu'on présente démontrent que par rapport aux coûts d'énergie qui vont évoluer dans les prochaines années, il est tout à fait intéressant d'investir dès maintenant dans des équipements qui permettent de faire de l'éco-gestion. Le choix des matériaux, une piscine, je peux vous dire qu'il y a à peu près 11 matériaux et il n'y en a pas plus. Notre retour d'expérience sur les 25 ans et à peu près les 100 références que l'on a pu livrer nous démontre qu'il y a des choses qui ne marchent absolument pas et des matériaux qui se dégradent très très vite. D'autres matériaux qu'on pensait pouvoir vivre, je dirais 5 à 10 ans, dans l'attente de nouveaux travaux, finalement se périment beaucoup plus vite. Le milieu hygrométrie piscine, le milieu température, c'est un milieu tropical, une piscine. Donc je peux vous dire que les matériaux sont extrêmement sollicités et je ne parle pas de l'usure des matériaux au regard des sollicitations du public. C'est rien du tout par rapport au milieu piscine. Donc le choix des matériaux est extrêmement important. Les enjeux environnementaux, les hausses du coût de l'énergie, ça j'en ai déjà parlé, de plus en plus, je dirais même de moins en moins. Enfin, les énergies sont donc épuisables et au regard de complexes sportifs, piscines, aquatiques, très très énergivores, il faut faire attention à la dépense et si possible à ne pas augmenter notre réchauffement climatique, ça veut dire avoir le moins de rejets possible. Donc ça, c'est une démarche que l'on développe de plus en plus. Et dans le cadre de cette démarche, on instaure en interne chez Octan Architecture une notion de management de dossier. Vous ne pouvez pas avoir du développement durable si vous n'avez pas un véritable management de dossier. Ça veut dire un tuteur, quelqu'un qui conseille, quelqu'un qui contrôle, qui adapte tout au long de l'étude du dossier. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'un dossier piscine commence souvent par une simple esquisse. Je dirais un dessin d'enfant, par exemple, pour vous donner une image. Ensuite, on passe par plusieurs étapes d'études qu'on appelle APS, avant projet sommaire. Quelque chose de sommaire, c'est souvent à peu près la définition du programme écrit dans sa version dessinée, mais ce n'est pas à ce stade-là qu'on s'arrête, on continue. Après, on passe à une phase détaillée.
Ensuite, on passe à une phase encore plus détaillée, et plus ça va, plus on met la loupe sur le projet pour arriver, je dirais dans un premier temps, peut-être à un dessin de bassin sportif. Et dans sa version la plus détaillée, nous arrivons à définir la vis qui va tenir l'échelle de sortie du bassin. Donc on regarde tout, quand on a aussi le temps qu'il le faut. Le développement durable ne l'évoque pas. Personnellement, pour en avoir discuté longtemps avec les représentants du groupe Moniteur, je pense que la notion de temps devrait être intégrée, et ce n'est pas le cas. Quelques exemples de tendances actuelles, la nage en extérieur. On a par exemple à l'image le projet de Sablé, une piscine de taille, je dirais, normale, un budget d'environ 6 millions de mémoire, où par exemple dans une démarche un peu plus durable et pour satisfaire au mieux notre maître d'ouvrage, les programmes, on arrive, nous architectes, une fois qu'on les a en main, on essaye de les perfectionner. On en discute avec le maître d'ouvrage, on dit, bon là, il y a peut-être une petite variante à vous apporter, on essaye de l'élaborer un peu mieux. Par exemple, dans ce cas-là, il y avait une demande de nage sportive et on s'est aperçu que plutôt que de couvrir un bassin extérieur où tout le monde peut en fait aller nager, la tête hors de l'eau, il valait mieux privilégier une bonne connexion entre le hall des bassins que vous voyez dans le fond et ce bassin extérieur par un chenal. Donc là, il y a une notion de confort. Vous avez le chenal sur cette partie-ci, là. Il n'est pas très détaillé, hein. Mais la notion de transition est beaucoup plus importante. Ensuite, on peut aller nager à l'extérieur, été comme hiver. Et plutôt que de couvrir un bassin sportif, on a plutôt couvert un bassin ludique. C'est-à-dire qu'on a utilisé le budget de couverture du bassin sportif pour créer un ludique. Donc il y a une double offre. Voilà, on voit sur votre droite une dame qui sort du chenal. En amont, ce chenal est constitué d'un sas qui permet d'avoir tout le confort thermique pour les nageurs à l'intérieur quand ils sont en maillot et le froid éventuel à l'extérieur. Donc le sas permet d'avoir un bon confort thermique dans cette zone du hall bassin. Là, vous avez un aperçu de l'activité de l'offre ludique, qui se décompose suivant les projets de manière très très différente. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Une autre configuration que l'on rencontre dans les tendances actuelles, c'est, comme l'exposait tout à l'heure M. Arfan, c'est la notion de réhabilitation, reconversion des piscines qui ont été construites il y a environ 30 ans. Donc ça, c'est un nouvel objet, enfin du moins une nouvelle donnée qui apparaît pour nous. Les piscines neuves, il y en a un peu moins qu'auparavant. Il y a un peu plus maintenant de restructuration, de réhabilitation, de reconversion et donc d'extension. Là, vous avez, pour exemple, la piscine de La Roche-sur-Yon, où il a été décidé de rénover la piscine actuelle, qui comporte un bassin d'apprentissage, un bassin sportif à l'intérieur, et sur votre droite, une zone rivière, enfin tout un équipement ludique. L'objectif, c'était d'avoir un bassin sportif inox extérieur, avec une volonté d'accueillir des compétitions, environ de 5-6 jours par an. Je réagis tout de suite à la question que vous posiez tout à l'heure sur la notion des gradins. Sur ce programme-là, il a été défini d'avoir une double offre, accueillir des gradins amovibles le jour des compétitions, et plutôt que d'avoir des gradins fixes toute l'année qui ne serviraient à rien, augmenter donc les plages extérieures sous forme de solarium pour pouvoir en faire bénéficier les usagers pendant toute l'année. C'était une piste de mixité de fonctionnement de ces plages. D'autres offres sont donc développées sur ce projet-là. On voit sur la partie gauche ici, en panorama sur le bassin olympique, une salle de réception qui, lors des manifestations, est forcément utilisée par la presse et puis les VIP, mais également toute l'année peut servir de salle polyvalente. Donc il y a une double fonction. Également, au niveau de cette piscine, en termes d'éco-énergie, on a souhaité, ni plus ni moins, décoiffer la piscine existante, qui était composée de charpentes lamellées collées un petit peu agitées, représentatives de l'architecture des années 80.
On lui a coupé la tête et on a réduit le volume du hall des bassins en termes de traitement d'air, ce qui permet de faire quelques économies en termes de chauffage. Donc on a différentes actions qui prolongent le programme initial. Il n'a jamais demandé sur ce projet, dans le cadre d'un concours, de supprimer la charpente existante. C'est nous qui l'avons proposé dans un apport, comment dire, en termes d'exploitation, dans un mieux, dans un plus. Autre programme que nous avons actuellement en traitement, c'est en phase chantier pour une livraison 2014, la piscine de Limoges. Là, c'est un très très grand complexe aquatique qui intègre un bassin de plongeon, un très grand bassin, enfin un bassin olympique, 10 couloirs, un centre de remise en forme comme on n'en a jamais traité, hein, il fait plus de 300 mètres carrés. Vous avez plusieurs types de hammams, plusieurs types de saunas. Quand je dis plusieurs types, ça veut dire différentes configurations, capacité d'accueil importante et capacité d'accueil beaucoup plus petite. Vous avez le puits d'eau froide qui accompagne ce centre de remise en forme humide. Vous avez quelques bains remous. Vous avez un petit bassin balnéo qui accompagne ce hammam et ces saunas. Pardon. Donc, je n'ai pas mis le plan, mais c'est vraiment un très très grand centre de remise en forme. Vous avez un pentaglisse, vous avez un bassin ludique, forcément, pataugeoire, plusieurs pataugeoires. Et puis, même chose en termes de gradins, on est intervenu au niveau du programme. Le programme avait déjà ouvert la porte, ça veut dire qu'il y avait une capacité d'accueil énorme. Il fallait prévoir donc des gradins fixes et puis des gradins amovibles avec une porte ouverte à que pourraient devenir ces surfaces d'accueil des gradins amovibles pendant l'année. Nous avons proposé d'en faire une salle multifonction, ce qui permet donc à d'autres associations, clubs et autres, de pouvoir utiliser cette salle pendant toute l'année. Une vue intérieure sur la perspective concours, où on voit le bassin de plongeon en premier plan, et puis l'espace du hall bassin qui est énorme, quoi. Là, c'est un très très grand complexe. 40 millions d'euros. Le centre de remise en forme dont je vous parlais, qui est toujours une image concours, qui donne un peu l'espace de la remise en forme. C'est pas une boîte accolée à un hall bassin, c'est beaucoup plus, c'est vraiment un espace dédié aux soins du corps, au bien-être, et avec différentes sous-offres qui sont peu développées ici, mais qui sont très très nombreuses. Je ne parle pas des bains remous, je ne parle pas des douches à jet, je parle pas. Il y en a. C'est le catalogue. Hein. Alors, dans la croissance des pratiques de santé, on sait tous maintenant que des associations ou des clubs d'aquagym se mettent en place. S'ils se mettent en place dans certaines piscines, dans le bassin sportif, aujourd'hui, les offres sont de dire vous avez un espace dédié, un bassin dédié à l'aquagym, de manière à rendre l'espace beaucoup plus agréable et surtout adapté à une population qui n'a pas forcément envie de se retrouver dans un bassin sportif. Laissons sportif ce qui est au sportif et proposons plutôt un accueil pour d'autres activités. En partie basse, vous avez une image sur un centre de remise en forme humide, je dirais un peu classique pour nous. On essaye d'y apporter couleurs, matériaux, de manière à ce que ces espaces soient le plus convivial possible. On voit apparaître aussi un grand développement des centres de remise en forme secs, avec cardio-training, et autres espaces de musculation qui viennent en complément des bassins sportifs où, quand vous avez des clubs de natation, vous avez des besoins également de musculation et d'études de performance et autres. Sur la partie en haut à gauche, vous avez les carreaux d'arrache. C'est une station de sport d'hiver qui propose, dans le cadre de sa piscine existante, vieillissante, obsolète, qu'il fallait donc rénover. On a fait donc une extension en proposant un bassin de détente avec les petites alcôves pour les bains remous, une petite rivière à courant
de manière à ce qu'on puisse lutter un peu contre l'eau ou se laisser glisser au fil de l'eau. Des nages à contre-courant, donc le bord du bassin est équipé, ici on ne le voit pas en activité, mais il est équipé de différentes petites micro-activités que l'on vient greffer sur les bords du bassin. Ce qui permet à une population qui ne skie pas ou qui a skié pendant la journée de venir se détendre en fin de journée et puis de rénover son corps, dirons-nous. Donc voilà une vue des carreaux d'arrache rénovés avec un bassin extérieur qui était exclusivement utilisé pendant l'été, mais qui aujourd'hui devient un bassin nordique. Ça veut dire que pendant la période des activités ski, on peut aller depuis la zone vestiaire directement dans le hall bassin via toujours un traitement particulier qu'on a développé, la transition sous forme confortable entre un extérieur et un intérieur, ou un intérieur et un extérieur. Donc c'est un bassin béton, carrelé, qui a fait l'objet d'une rénovation avec une solution mixte, c'est-à-dire inox au niveau des goulottes, de manière à garantir une bonne pérennité du bassin en milieu extérieur. Et puis on a laissé les parties basses du bassin en béton et carrelage. On a également, pour le traitement énergétique, un développement sur beaucoup de nos bassins extérieurs maintenant de proposer une couverture thermique, ce qui permet surtout de faire un grand gain de consommation d'eau plutôt que de température. Ça veut dire qu'il y a une forte évaporation si vous laissez le bassin en extérieur tel quel. Si vous mettez une couverture thermique, vous faites une grande économie d'eau et puis en même temps vous conservez la température de l'eau, une bonne température de l'eau. Il y a un petit réchauffement nécessaire, mais ça fait partie des grandes économies en termes d'exploitation. Donc un surinvestissement au départ, mais un gain à terme. Vous verrez qu'en termes de matériaux d'architecture, on propose du bois. Nous sommes en montagne, mais en même temps, le bois est un matériau extrêmement durable, pérenne, et qui correspond tout à fait au milieu des piscines. Là, il y a une volonté d'image de petits chalets. Ça, c'est l'intervention de l'architecte, qui propose non pas de faire un grand complexe énorme, mais de plutôt reproposer une succession de petits volumes de type chalet pour s'intégrer dans le site. On a également d'autres propositions, d'autres tendances qui se développent aujourd'hui, notamment sur Granville, située au bord de la mer. C'est une commune en littoral Manche, où est développé, je crois que mon président m'indiquait avant que je parte que c'est le plus grand club de plongée de France, si je ne dis pas d'ânerie. Et le complexe là, que vous voyez sous forme d'axonométrie propose, alors qu'on est en bord de mer, quand même un grand bassin sportif, un bassin ludique avec encore une zone d'apprentissage. Vous avez une rivière extérieure, vous avez un toboggan, vous avez une petite pataugeoire, vous avez un bassin de détente, donc un complexe assez riche. Et à l'étage, un centre de remise en forme. Donc la volonté de dire vous pouvez nager à Granville toute l'année, et non pas que sur les périodes de vacances. Autre projet, situé lui en site urbain. Tous les projets précédents sont situés soit sur des terrains agricoles qu'on vient monopoliser pour une piscine, soit en rénovation, comme à La Roche-sur-Yon tout à l'heure. Ici, vous avez Brive, qui est une piscine existante qui a été rasée, complètement obsolète. Donc on a reconstruit la piscine, mais toujours en milieu urbain. Et c'est assez rare. Et cette piscine a la particularité, hormis le programme assez important, de proposer un bassin ludique avec une forme de découvrabilité. Ça veut dire que vous avez l'utilisation du bassin ludique toute l'année couvert, et puis l'été, on propose aux gens de se mettre au soleil, comme s'ils étaient vraiment au bord de la mer. Donc vous avez différentes propositions déclinées sur ce bassin ludique, mais là vous avez une perspective extérieure, ce qui est extrêmement, ce qui est très demandé, surtout en milieu urbain. Voilà, donc une autre perspective sur ce bassin ludique découvrable.
Alors en termes d'énergie, je vais faire très très vite. En termes d'énergie, quand on conçoit une piscine, on s'intéresse, nous, au site, au lieu. Mais le lieu, c'est le climat, mais c'est aussi ce qu'il y a dans le sol. Aujourd'hui, plutôt que de proposer des solutions gaz uniques, on développe beaucoup de projets à base de géothermie sur nappe et également à base de biomasse, solutions chaudières quand il y a des filières bois ou d'autres filières, mais pour l'instant, c'est surtout la filière bois qui se rencontre avant tout. Donc ça nous permet de chauffer, on va dire, réchauffer l'eau des bassins. Ça nous permet d'avoir un apport thermique un apport calorique pour le traitement d'air, sachant qu'on est obligé d'avoir un mixte gaz de manière à pouvoir faire tous les appoints à l'issue des vidanges ou pendant les vidanges, et notamment en termes de CS, eau chaude sanitaire, de manière à répondre à toute la législation en termes de légionellose. Donc on a un protocole de développement auprès des maîtres d'ouvrage lors de nos études, de savoir qu'est-ce qu'il y a de disponible dans le sol, alors qu'eux auraient très bien pu proposer au départ tout simplement une chaudière gaz. Donc on essaye d'explorer autre chose que la base qui est au programme. Donc on pousse les programmes de manière à ce que les maîtres d'ouvrage fassent le plus d'économies possible au niveau de l'exploitation. Voilà, donc là je rappelle le protocole sous forme de petites images. Vous avez ci, vous n'avez pas ça, on passe à ça, voilà, on décline. Le chlore, l'ozone, je vais faire très, très bref. Il y a aussi une nouvelle tendance aujourd'hui qui est de développer beaucoup plus un principe de traitement d'eau par ozone, alors qu'on a tous connu le traitement d'eau par chlore, surtout des objectifs de confort et des objectifs sanitaires. L'orientation du bâtiment, j'en parlais tout à l'heure. L'objectif, c'est de pouvoir bénéficier d'un maximum d'apport solaire. Tous nos bassins, tous nos halls bassins sont orientés sud, avec donc des avantages en termes d'éclairement et en termes de réchauffement, mais aussi quelques désavantages en période d'été en termes de surchauffe. À ce niveau-là, on a à nouveau quelques conceptions. Je ne dis pas tout, parce que ça fait partie aussi de nos richesses de conception qui nous démarquent de certains de nos concurrents. Je ne dis pas tout, mais voilà, on approche les phases inconvénients, avantages, et on essaie de faire au mieux. Alors on a aussi des demandes particulières. Vous avez vu des projets qui frôlent les 6, 7, 12, 15 millions. Le plus gros pour nous étant aujourd'hui Limoges. Mais on a aussi des collectivités qui s'intéressent à comment pouvoir s'équiper en équipement bassin, enfin proposer des bassins pour leurs scolaires, voire une population complémentaire, avec la notion de low cost. Alors le low cost, nous avons déjà fait des piscines de l'ordre de 3 à 4 millions, ce qui est vraiment des très 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 petits budgets, mais on a des solutions, toujours dans un esprit durable, un état d'esprit durable, développement durable en termes de consommation et surtout de matériaux. Mais je vous avouerai qu'il y a quand même quelques limites. Quand on aborde ce type de projet, finalement, l'investissement il est plutôt chez le maître d'œuvre. Comment trouver quelque chose de moins cher, donc ça veut dire mettre beaucoup plus de matière grise. Et on n'a pas toujours encore un équilibre trouvé entre les rémunérations en termes de mission au regard du projet qui est développé. Donc parfois on travaille à perte. Mais c'est aussi des solutions qu'il faut qu'on développe au regard on va dire, des tensions budgétaires qui se passent depuis pas mal de temps, depuis 2008 en tout cas. L'entretien, la maintenance, donc qui fait toujours partie de ce développement durable, coût d'exploitation. On propose aux maîtres d'ouvrage donc des investissements plutôt en phase construction plutôt que de dépenser, et on leur fait également des programmes de travaux de maintenance lourds, plus légers, de manière à leur démontrer après un investissement sur le coût de construction, au bout de 5 ans, ils ont déjà des premières dépenses, au bout de 10 ans, ils en ont d'autres, et plus ça va, plus il y en a. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère vous avoir éclairé sur le rôle de l'architecte. C'est nous qui vous remercions. Alors, le temps passant, pas plus de 2 questions, s'il y en a. Vous avez des questions sur nos futures piscines, nos futurs lieux de vie. Alors, Jean-Paul.
je vais être très clair avec vous, je suis architecte et quand on gère des piscines, personnellement, je suis plutôt en compétence gestion de dossier, alerte, conseil, management de mes équipes. Et on a donc avec notre BET Soja Ingénierie, des tableurs, où on fait des comparatifs financiers et des comparatifs donc forcément énergétiques. Je ne peux pas répondre précisément à votre question. Par contre, ce que je sais, c'est que les couvertures thermiques extérieures qui semblent pertinentes, quand on voit les déperditions, l'évaporation, sont également pertinentes en intérieur bassin, enfin en intérieur hall. Ça veut dire qu'on fait même de l'économie en dépensant pour une couverture thermique dans un hall bassin qui est à 26, 27, 28 degrés, on fait encore des économies. En termes d'eau, c'est assez important. À ma gauche. Pardon, ça va aller mieux, 65 piscines. Donc je vais répondre, je me permets de répondre à la place du cabinet d'architecture autant qu'on connaît bien. D'expérience, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a tous tendance à croire qu'un bassin nordique de nage, donc couvert à l'année, coûterait plus cher que le même bassin couvert. C'est une hérésie, hein, très clairement. C'est-à-dire que le bassin de nage couvert vous coûtera toujours plus cher en exploitation que le même bassin découvert à l'année, même dans le nord de la France. Une certitude. Pour une simple et bonne raison, c'est que 60% de vos charges de gaz sont utiles à chauffer l'air et non pas l'eau, puisqu'on travaille beaucoup en air neuf. Ajoutez à cela les coûts d'entretien du bâtiment, les coûts de construction du bâtiment, mais aussi les coûts d'entretien du bâtiment sur la durée de vie de l'équipement. Vous avez fait le calcul, c'est assez simple. Donc aujourd'hui, on privilégie, enfin nous plutôt exploitants et les programmistes également et les architectes aussi, plutôt une solution pour les collectivités qui n'ont pas les moyens de couvrir tout leur bassin, une solution bassin de nage nordique plutôt à l'extérieur qu'à l'intérieur quand c'est possible. Merci. Pas d'autres questions? Ok, très bien. On va passer donc au dernier intervenant de l'après-midi. Donc il s'agit de Philippe Van Rose pour la société Marine qui va nous parler des nouvelles de l'offre, des offres aquatiques innovantes. Donc on change d'ordinateur, ça va nous prendre 2-3 secondes. Si Fred pouvait nous aider. Excuse-moi, t'inquiète pas, j'ai tout ce qu'il faut dans mes poches. C'est la fin de journée. Voilà. Donc Philippe, je te laisse introduire le sujet et puis pendant qu'on installe le matériel et puis ça démarre. Par contre, concernant le film, la projection du film, tu peux me donner l'adresse mail? Elle est intégrée à la... Il suffira juste d'appuyer. Alors, elle est dans... Voilà. Là. Et à un moment donné, on l'a dans le fichier. Il est déjà presque un peu tard pour vous dire bonjour, donc plutôt bonsoir. J'allais remercier Fabien jusqu'alors pour l'organisation, le féliciter, et puis voilà que sur la dernière intervention, on a un petit souci technique. Voilà. Sinon, je m'appelle Philippe Van Rose et je suis directeur du développement des produits et des services de la société Vermarine, donc société qui œuvre en délégation de services publics pour les collectivités territoriales. On en a un peu parlé tout à l'heure, le sujet a été évoqué. En complément à l'intervention de la Fédération française de natation, tout simplement rajouter qu'aujourd'hui le parc des piscines publiques en délégation de services publics représente 10% du parc actuel, mais qu'on s'aperçoit que 50% des nouveaux projets sont dédiés quasiment à être mis en délégation de services publics. Voilà. Ça correspond à une évolution importante des communautés de communes. Hein, les collectivités territoriales changent de dimension avec des projets plus importants et ça rend possible la conception et la construction d'équipements aquatiques de nature différente. Traiter de l'évolution de l'offre des activités aquatiques dans un contexte
Mission de service public en mutation, pour citer le vrai titre que vous retrouverez dans les actes de ce colloque. C'est un peu en complément, un peu en écho et aussi un peu en réaction à l'article qu'avait publié Fabien et son collègue assez récemment dans les éditions Revue EPS. Une des questions que posait cet article, c'est faut-il innover toujours et innover à tout prix? J'essaierai de répondre à cette question en modérant un peu le propos et en m'appuyant toujours sur ce concept de mission de service public. Voilà, Fabien. Alors, un des éléments d'évolution, je suis désolé de commencer par quelque chose de désagréable, d'évolution des missions de service public, il est économique, il est financier. Aujourd'hui, l'argent est rare, il est rare pour tout le monde. Il se fait de plus en plus rare aussi pour les collectivités territoriales. En 10 ans, le modèle de couverture des charges par des subventions dites d'équilibre, puisqu'a priori un équipement de type piscine centre aquatique est plutôt déficitaire, a basculé. Vous voyez qu'on passe de 60% de couverture aujourd'hui à 40% de couverture des charges. Ce qui implique à la collectivité et pas au délégataire, parce que le vrai client, le véritable client du délégataire, c'est la collectivité territoriale. C'est elle qui établit le cahier des charges aussi bien de construction d'un équipement que le cahier des charges de gestion d'un équipement. Donc aujourd'hui, dans un contexte économique tendu, la collectivité territoriale est amenée à faire des choix. Mon travail, c'est de répondre à ce cahier des charges le plus pertinemment possible, mais ce sont les collectivités territoriales qui définissent les orientations de fréquentation et de choix d'activité, même si on est force proposition, bien évidemment, dans le cadre de la proposition d'activité. Voilà, Fabien. Alors, la mutation des missions de service public, il y a le point de vue économique que nous allons voir rapidement, mais il y a aussi l'évolution des pratiques, j'ai envie de dire l'évolution de la pression, je peux dire la pression sociale. Il y a des missions et des activités traditionnelles. Tout à l'heure ont été évoquées dans ces missions les missions d'accueil du public scolaire, le savoir nager, objectif réaffirmé encore récemment par la mission interministérielle. On a l'accueil traditionnel du public sportif, les clubs, les associations. De tout temps, on a eu quand même tout simplement des baigneurs, des gens qui viennent à la piscine, qui ne sont pas d'excellents nageurs, qui partagent tout simplement un moment de plaisir, de loisir en public, les familles. Dissocions bien la fréquentation des piscines par les individuels, les groupes que j'ai évoqués, et cette nouvelle composante que constituent les familles. Autant nos clients sont les collectivités territoriales, que toutes ces personnes, toutes ces structures, toutes ces institutions sont nos usagers. Ce sont en même temps des administrés, ce sont en même temps les contribuables. Ils ont majoritairement participé par l'impôt au financement de la construction de l'établissement et ils continuent à participer au financement, cette fois-ci, de l'exploitation de l'établissement. Donc, ils exercent aussi une certaine pression sociale, ils émettent des avis, des souhaits sur la pratique d'activités traditionnelles et d'activités beaucoup plus nouvelles. On a qualifié ce qu'on appelle, au-delà des nageurs et des baigneurs, les consommateurs d'activités. On a déjà commencé à évoquer ces activités. Elles sont autour de l'aquagym, des activités de bien-être, de fitness. Et nous verrons un petit peu plus tard dans le déroulé quelle est la nature et quelles sont la nature de ces activités et les réponses qu'on peut y apporter. Définir des produits et des services, tel est mon métier, c'est aussi penser à la politique tarifaire. Ce n'est pas un établissement gratuit. Et cette politique tarifaire, elle s'effectue en fonction de la fréquence d'utilisation de ces équipements.
Donc en reprenant tout simplement l'étude qui est encore aujourd'hui la plus fiable, qui est l'étude de l'Ipsos de 2007, on s'aperçoit qu'on a, alors c'est comme ça qu'on les appelle, les occasionnels, ce qui représente quand même encore un peu plus d'un tiers, sont des gens qui viennent 1 à 2 fois par an, voire 1 à 2 fois tous les 2-3 mois. Vous avez les réguliers, qui représentent presque 44%, qui viennent 1 à plusieurs fois par mois à la piscine, et puis les assidus qui viennent au moins 1 fois par semaine. Déjà, avec cette nomenclature, on va dire, de fréquentants, on voit à peu près les activités qu'on peut y associer. Il est évident que les nageurs, je ne parle pas forcément des nageurs qui s'entraînent en club, mais des nageurs qui viennent faire des longueurs tous les jours, ne sont pas un public occasionnel. Sur cette question de politique tarifaire, je disais que ces établissements ne sont pas d'accès gratuit, ils sont d'accès payant. Si vous prenez en comparaison l'évolution du prix d'entrée d'une piscine avec le prix d'entrée d'une séance de cinéma, vous verrez que le prix de la séance de cinéma a considérablement augmenté par rapport au prix d'entrée d'une piscine. La volonté des élus, des collectivités territoriales, demeure dans le maintien d'un tarif qu'on appelle tarif social, peu élevé, pour permettre d'accéder à ces équipements. Très bien, la suite. Alors, innover, tout à l'heure, je disais innover tout le temps, innover à tout prix et pour quoi faire. Est-ce que c'est pour autant renier des missions de service public traditionnelles et notamment l'accueil des scolaires? Ma mission, c'est d'innover, mais c'est aussi d'optimiser des concepts et d'optimiser l'accueil de tous les publics, y compris le public scolaire. Le savoir nager a évolué, y compris au sein de l'institution éducation nationale. Mais depuis toujours, la définition du savoir nager scolaire, qui n'est pas celle de la Fédération française de natation par exemple, c'est d'établir des liens entre toutes les disciplines d'enseignement de l'école. C'est ce qui différencie l'éducation physique et sportive de la pratique d'activités physiques et sportives dans d'autres structures. Donc une partie du travail, ça a été aussi de dire, ben voilà, on va vous faciliter la tâche. C'est important d'apprendre à nager, mais on va aussi vous faciliter la tâche pour aborder d'autres disciplines, créer des liens entre toutes ces disciplines. Donc vous avez le premier qui avait été créé, qui était assez rigolo, c'était comment apprendre à parler anglais en fréquentant la piscine, avec des outils traditionnels que maîtrisent parfaitement les enseignants des écoles, en adaptant tout simplement l'outil au milieu piscine. On parle beaucoup de développement durable. À la question d'un certain nombre de directeurs de piscine qui m'interrogeaient sur comment faire respecter le règlement intérieur. On va prendre l'exemple classique du passage sous la douche avant d'accéder au bassin. On peut dire, redire, et vous prenez les règlements intérieurs, et les règlements intérieurs ont quelque chose d'extrêmement intéressant dans l'analyse de la langue, c'est qu'ils sont toujours formulés sous la forme de négation. Il est interdit de, il est interdit de, il est interdit de, et éventuellement il est interdit de. Donc il y a cette question associée à la problématique du développement durable, avec nos amis et partenaires des éditions Revue EPS. On a créé un concours national, défini 7 étapes d'accès à la piscine et aussi pour en ressortir. Ce fichier correspond donc à la contribution de 700 réponses obtenues. Et aujourd'hui, c'est un fichier, alors je ne le dis pas sans fierté, qui est labellisé par l'Agence mondiale de l'eau, qui fait partie de la base de données internationale Solution for Water. Ce travail permet, au-delà de l'apprentissage de la natation, technique de nage, et je mets beaucoup de guillemets autour de ça, d'avoir une vraie politique d'accueil des scolaires. Le savoir nager, c'est encore une fois technique de nage, mais avec les éditions Revue EPS et aussi les représentants du sport scolaire du premier degré, qui est l'USEP, l'Union sportive de l'enseignement du premier degré, réfléchissent sur ce savoir nager.
Est-ce que savoir nager, c'est seulement apprendre à se déplacer en position ventrale ou dorsale avec des techniques de propulsion, ou est-ce que c'est aussi aborder par exemple la notion d'appui? J'ai entendu ce matin parler beaucoup d'appui et de glisse, et est-ce qu'on ne peut pas aborder ces notions au travers d'autres activités connues classiquement du milieu fédéral, mais beaucoup moins du milieu scolaire, que sont le water polo, la natation synchronisée, la natation subaquatique, et je garde le sauvetage comme dernière activité, qui est une activité pour laquelle j'ai beaucoup de sensibilité et qui constitue un des points forts de notre politique d'apprentissage de la natation au sein de la Société Vert Marine. Donc, innover, Fabien, oui, mais prendre aussi en considération et en améliorant les concepts d'accueil dans le cadre de missions de service public traditionnels. Vas-y. L'école de natation, activité traditionnelle aussi, mais qui évolue beaucoup. Bon, elle évolue beaucoup parce qu'on n'a pas toujours connu les bébés nageurs et on a peu développé aussi les activités à destination notamment des adolescents. Bon, même si le socle commun de cette catégorie d'activité reste l'école de natation, notre vocation n'est pas de conduire, d'amener les enfants vers des pratiques compétitives. Ça n'est pas notre métier. Et de toute façon, nous ne le pouvons pas. Nous ne sommes pas affiliés à la Fédération française de natation. Cette fédération fait parfaitement le travail au sein de ses clubs. Les enfants qui souhaitent pratiquer la natation en compétition relèvent de ses compétences. Si un des éléments qui pousse les parents à inscrire leurs enfants à l'école de natation, c'est avant tout apprendre à nager. Et on voit, nous, très bien le pic d'inscription aux alentours du mois d'avril, du mois de mai, parce que les vacances estivales se profilent et qu'on va aller passer les vacances en bord de mer, que peut-être on va confier les petits à papy et à mamie qui ont une piscine, et qu'il faudrait peut-être s'inquiéter un peu de leur sécurité. Et la sécurité, dans ce cadre-là, ça reste quand même, le meilleur moyen, ça reste quand même d'apprendre à nager. Apprendre à nager, donc, ça reste une motivation profonde. Et nous avons souhaité développer une école de natation dite plurielle et de loisirs, qui combine, bien sûr, l'apprentissage, le perfectionnement des nages, le sauvetage, j'y reviendrai encore tout à l'heure, et aussi d'autres activités qui correspondent, vous avez vu, aux grands domaines évoqués dans l'ouvrage qui a été présenté tout à l'heure. Alors, extrait d'un document qui s'appelle le livret de natation de l'école de natation Vert Marine, avec un petit focus sur le sauvetage, parce que savoir nager, c'est bien, préserver son intégrité physique, dans une dimension citoyenne élargie, apprendre à porter secours à quelqu'un qui est en détresse, c'est encore mieux. C'est une activité citoyenne, utile, et c'est une activité qui plaît énormément aux enfants, et encore une fois, aux enfants qui ne souhaitent pas intégrer une pratique compétitive. Donc ça s'inscrit dans une diversité des activités, en complément d'autres activités que vous avez vues. L'école de natation Vert Marine, il est possible de la pratiquer sur 6 ans. Donc des équipes de maîtres nageurs ont travaillé sur 6 niveaux d'acquisition qui ne sont pas donnés, et en parallèle travaillent aussi sur l'aspect prévention. Comment soutenir un appel téléphonique avec le médecin régulateur du SAMU. Il y a des éléments incontournables. Connaître la signification des drapeaux au bord d'une plage ou d'un plan d'eau. Connaître le numéro d'appel d'urgence. Voilà un certain nombre de choses qui font que nous avons accordé une importance toute relative au sauvetage. Et cette année, nous organiserons pour la 6e fois notre opération nationale qui s'intitule Journée du sauvetage. Pendant une semaine, nous proposons des animations, des ateliers. Alors, la semaine du lundi au vendredi, plutôt à destination des scolaires et de notre école de natation. Et le week-end, ces activités sont proposées au grand public. Nous avons un partenaire qui est l'INPES,
c'est une période pour nous favorable et pour eux aussi de diffusion de leurs documents de prévention. Même si cette opération est multi-partenariale avec les clubs locaux de natation, de la 2F2S, les sapeurs-pompiers, des choses comme ça. Pascal pourrait témoigner de l'intervention de la 2F2S sur une piscine. Toujours très, très enrichissant. C'est aussi une semaine de mise en valeur du métier de maître nageur. On l'a évoqué tout à l'heure. Ce métier est parfois et injustement dégradé. Quand vous avez la publicité qui s'approprie ce métier, où on retrouve un maître nageur en discussion au téléphone, voilà, ça fait sourire tout le monde, ça fait moins sourire les professionnels, et je trouve que c'est extrêmement dégradant. Donc c'est une semaine de valorisation de vrais savoir-faire, de vraies compétences professionnelles, dans un autre contexte que peuvent présenter les maîtres nageurs. Alors, activité qui a connu certainement le plus grand développement depuis une quinzaine d'années, ce sont les activités d'aquagym. Nous les avons structurées au sein d'un club qu'on appelle le club aquagym Vermarine, qui aujourd'hui propose, selon les établissements, jusqu'à 12 activités d'aquagym traditionnelles et d'activités de remise en forme sur appareil. On rentrera un peu dans le détail. 3 niveaux d'intensité. Aujourd'hui, je pense que c'est l'activité fléchée sport-santé par excellence. Chacun d'entre nous connaît les propriétés mécaniques et de pression de l'eau. Pour qu'on en fasse une activité d'excellence. Tous les chocs, vous savez, sont amoindris. La pression de l'eau permet à des personnes en déséquilibre, souffrant de problèmes d'équilibre, d'être un peu maintenues. On a un gainage quasiment naturel lié à l'eau. Et la principale évolution, tu peux changer de diapositive là-dessus, Fabien. La principale évolution, elle est bien sûr dans les contenus des activités d'aquagym, mais elle est surtout aujourd'hui dans les conditions d'enseignement. Vous savez très bien que l'évolution, elle est de type fitness, qu'un cours d'aquagym qui n'est pas chorégraphié, un cours d'aquagym qui n'est pas accompagné de musique, est aujourd'hui qualifié de ringard. Voilà. Alors, est-ce que ces activités, je reviendrai un peu après sur les activités de remise en forme avec appareil, est-ce que ces activités, pour revenir au titre de mon intervention, est-ce que ces activités s'inscrivent dans les missions de service public d'une collectivité? Moi, aujourd'hui, j'ai envie de dire oui. Quand on parle de sport pour tous, de sport santé, est-ce qu'on ne peut pas intégrer ces activités à des missions de service public? Au sens large, je pense que oui. Autre tendance, c'est la transposition des salles dites de fitness en milieu aquatique qui se pratiquent sous forme de circuit training aquatique. On dispose aujourd'hui d'un certain nombre d'appareils qui permettent ce genre d'activité. Je ne reviens pas sur tous les bienfaits et tous les avantages de l'eau dans ces activités. Comment on a conçu ces appareils? On les a conçus avec une société qui s'appelle la société Cardio, un excellent partenaire. Et on les a conçus sur le principe des appareils de fitness en accès libre, extérieur. J'avais pu, moi, participer à la commission de normalisation de ces appareils. Hormis les matériaux utilisés, un inox, ils sont conçus comme ces appareils, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de charge additionnelle, il n'y a pas de système de transmission. Et ce concept d'activité s'adapte à tous les publics, puisque sans charge, sans système de transmission, c'est l'engagement individuel de chacun qui crée l'intensité de l'exercice. Si on reprenait la pyramide des pratiques sportives, avec une base, pratiques sportives, occasionnelles et de loisirs, jusqu'au sommet de la pyramide, avec les pratiques sportives intenses et compétitives, ce produit convient tout à fait. On a des clubs qui aujourd'hui utilisent ce concept en phase de préparation physique, en phase de récupération physique, et j'allais dire d'un point de vue paramédical, en phase de rééducation fonctionnelle. Et il est bien évident que
Un sportif de haut niveau ne va pas s'engager de la même façon qu'une personne du 3e âge qui peut pratiquer cette activité. Il n'y a aucun risque. C'est son propre niveau d'intensité qui va lui permettre de pratiquer l'activité. Alors, le concept là, il est présenté avec 5 appareils différents. Dans la réalité, il y a 10 appareils, 2 séries de 5 appareils. Le rôle du coach, c'est bien sûr d'encourager, de solliciter et de procéder aussi à quelques corrections posturales. Je pense que la vraie tendance, en termes d'évolution des activités aquatiques, de remise en forme, c'est ce type d'installation. Et type d'activité qui n'est pas, j'allais dire, terriblement segmenté, encore une fois. C'est l'engagement physique de chacun qui fait qu'il trouvera une utilité à la pratique de ces activités. Voilà, repris en détail ces cinq appareils. Vous voyez, ils sont tout à fait équivalents à des appareils que vous retrouvez en salle de cardio-muscu sèche. Voilà. Et on est en phase de développement encore d'autres appareils. Ces appareils ont une spécificité en plus de leur activité intrinsèque, de compléter avec des accessoires, notamment des élastiques. Donc ils permettent une diversité. Vous avez vu en introduction que d'ores et déjà, nous avons recensé 150 exercices différents avec 5 appareils. Voilà. Véritable mission de service public, qui est l'accueil des personnes handicapées. J'avais eu l'occasion de tester les propulseurs aquatiques, qui sont communément utilisés, vous savez bien, par les plongeurs, en piscine, d'un point de vue un peu plus ludique, et tout simplement en me disant que si les plongeurs utilisaient ces appareils pour réduire la quantité d'efforts à fournir, peut-être que pour des personnes handicapées, personnes à mobilité réduite, t'as un souci, Fabien ? Ça va partir. Pouvait peut-être leur permettre, non pas d'apprendre à nager, l'objectif il n'est pas là, c'est de revenir à la piscine et trouver assez rapidement du plaisir, et notamment les plaisirs qui sont associés à la glisse. Les activités aquatiques sont intimement liées à ce plaisir. Donc on l'a expérimenté, ça a fonctionné, et on l'a fait très récemment, la validation par 2 sportifs de haut niveau, Grégory et Fabien, qui sont multimédaillés aux Jeux Olympiques, champions du monde, champions d'Europe, et j'en passe. Je vous laisse écouter leur témoignage. Je suis médecin du sport, président du comité régional olympique, et c'est à ces 2 titres que je suis venu ce matin pour tester avec Greg et Florian le propulseur, voir comment on pouvait utiliser ce matériel et en tirer la quintessence, non seulement pour les personnes qui ont un handicap et un défaut de propulsion, en particulier des membres inférieurs, mais aussi, pourquoi pas, à terme, pour d'autres personnes qui ont des pathologies qui les amènent à reprendre une activité, et en particulier aquatique. Et avec ce matériel, certainement, la facilité de retrouver un contact avec le milieu aquatique. Moi qui ne sais pas nager, donc j'ai pu tester le propulseur. Donc, Grégory, vraiment pas nageur du tout? Non, j'ai pas peur de l'eau, mais je sais pas du tout nager. Parce que quand je me mets sur le ventre, je coule, mes jambes reviennent. Et donc, en essayant ce propulseur, j'ai pu apprécier les sensations de l'eau et pouvoir se déplacer dans l'eau. C'était quelque chose de très sympa et quelque chose que je ne pouvais pas faire avant sans le propulseur. Moi c'était un peu plus difficile parce que j'ai un problème à la main droite pour appuyer en même temps, mais on a vu qu'en bloquant l'accélérateur ou la petite gâchette là, c'est vrai qu'avec l'autre main c'était vraiment super bien et super accessible.
Donc voilà, comme disait Greg, c'est vrai que ça demande quand même un tout petit peu, un petit peu pas mal même d'efforts physiques. Ça veut dire qu'on a quand même l'impression de faire du sport, même si on bouge pas les bras, etc. Parce que pour la stabilité du bassin et du haut du corps, en tout cas, c'est quelque chose d'intéressant. On a pu voir qu'on pouvait aller sous l'eau, au-dessus, en dehors de l'eau, etc. Donc c'est quand même très très maniable et à mon avis, c'est à creuser sur encore certains petits types de handicap pour que tout le monde puisse vraiment s'en servir et que ça soit vraiment accessible à tous, mais en tout cas on peut voir que sur des handicaps assez légers, c'est totalement accessible déjà dès comme ça. Alors Florian parle de handicap léger, il est certain que par rapport à d'autres personnes qui ont des pathologies plus générales, cardiaques ou pulmonaires, ils ont certainement un handicap encore plus léger et que ça peut certainement apporter un plus indéniable à leur possibilité de redécouvrir, de se refamiliariser au milieu aquatique. Avec Greg et Florian, il y a deux handicaps un tout petit peu différents, et Florian l'a évoqué, il n'a pas du tout de force au niveau des abdos. Et c'est vrai qu'au départ, on a même essayé avec une ceinture pour lui améliorer sa flottaison. Et puis dès qu'il a pu mieux appréhender la maniabilité de l'appareil, il a tout de suite eu des sensations qui lui ont permis et d'aller en plongée, de faire des virages, et surtout d'enlever la ceinture et de retrouver en fait certaines libertés. Greg l'a dit, il ne sait pas du tout nager, il a un handicap encore un peu différent, il a un peu de force sur une jambe. Mais c'est vrai que là aussi, très rapidement, et là sans ceinture, il a pu tout de suite utiliser le matériel et découvrir le plaisir de la glisse qu'il ne connaît pas puisqu'il ne sait pas nager. Voilà, merci Philippe. Oui, juste le mot de la fin sur cette activité qui est en phase de déploiement maintenant. L'objectif ultime, c'est une pratique partagée entre public valide et handicapé. On a développé déjà des parcours subaquatiques qui nécessiteront un apprentissage du pilotage, l'acquisition d'une finesse de pilotage, et qui devrait permettre, j'allais dire presque dans des conditions équivalentes, une pratique entre ces deux catégories de public. On peut dire. Et il est 17h05, 2 questions maximum, puisqu'après il faudra libérer l'amphithéâtre, parce qu'il va falloir qu'on le réaménage pour la soirée des champions. Donc 2 questions. C'est la fatigue de fin de journée ou c'est l'envie de voir les champions? On s'arrête là pour aujourd'hui. Une petite question, alors Pascal. Oui, Philippe, l'Aquapropulse, vous le proposez en accès libre, c'est-à-dire qu'on loue le matériel à l'entrée comme on louerait un matériel quelconque, ou est-ce que c'est forcément encadré? Comment vous l'envisagez? Alors, majoritairement, l'accueil des publics handicapés, que ce soit physiques ou mentaux, lorsqu'il s'effectue en groupe constitué, malheureusement, c'est un accueil sans proposition d'activité. Voilà, on leur met à disposition des lignes d'eau. Et l'idée, c'est d'intégrer ce matériel à la location des lignes d'eau, c'est-à-dire sans surcoût. Je pense qu'aujourd'hui, il se passe peu, voire rien en termes d'accueil, d'activité. Hein. On a tous bonne conscience, une fois qu'on a réglé les problèmes d'accessibilité à l'équipement et au bassin, que par contre, quand les personnes atteintes de handicap se retrouvent dans l'eau, les déplacements sont réduits, voire quasiment nuls. Donc ça fera partie, pour nous, de la location, on va dire, de la ligne d'eau. Voilà, c'est de la mise à disposition gratuite. Vous pouvez parler fort?
Alors, souffre de tétraplégie, hein, donc une atteinte des 4 membres, et forcément par rapport à la pratique en milieu aquatique, ça pose effectivement quelques problèmes. Je pense qu'il faut voir le dispositif que présente monsieur comme un outil de diversification de la pratique pour les personnes en situation de handicap. Voilà. Alors, attends, Guillaume, comme on n'a vraiment plus beaucoup de temps, on va laisser le mot de la fin, la conclusion et la réponse à Philippe Van Rose en 2 minutes. Je suis désolé, vous reprendrez la discussion, si ça ne vous dérange pas, dans la cafétéria. Vous aurez 3/4 d'heure. Je vous remercie de votre compréhension. alors bien sûr, tu as en partie raison, mais je ne vais pas attendre que la majorité de mes maîtres nageurs aient suivi une formation pour accueillir le handicapé. J'ai plutôt une vision pragmatique des choses, et si aujourd'hui, je peux ne serait-ce qu'offrir un peu de plaisir à ces personnes, j'utiliserai cet appareil sans souci. Mais tu as raison, ça masque pour partie un problème de formation.